Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, les pourparlers de paix entre le gouvernement de transition phase 1 et les politico-militaires s'est achevé à Doha au Qatar le 8 août 2022, pour parler à l'issue duquel un accord de paix a été signé. Le 20 du même mois, s'est ouvert ici à N'Djamena le dialogue national souverain et inclusif de Nice pour rappeler ces événements et débattre de la mise en œuvre de leurs conclusions. Je reçois comme invité le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance par ailleurs, président de la Commission nationale du référendum constitutionnel, CONOREC, M. Liman Mahamad. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le ministre, le gouvernement de transition phase 1 et les politico-militaires ont signé, comme je le disais tout à l'heure, le 8 août 2022 à Doha au Qatar, un accord de paix. Un an après cet accord, quel regard rétrospectif jetez-vous sur ces pourparlers? Merci beaucoup de m'offrir l'occasion de pouvoir jeter, comme vous le dites si bien, un regard rétrospectif sur les pourparlers de Doha. Je voudrais dire que c'est d'abord un accord très déterminant pour la tenue du dialogue national inclusif et souverain, parce qu'il procède donc de la démarche qui a été initialement donc arrêtée, qui consistait à organiser des pré-dialogues à l'intérieur donc du pays, dans certains pays à l'extérieur pour nos compatriotes de la diaspora qui s'y trouvent, et sanctionné bien entendu par ces dialogues avec les politico-militaires à Doha. Donc ce dialogue, ce pré-dialogue, voulais-je dire, de Doha, a été une occasion pour réunir autant de factions politico-militaires qui étaient en rupture de ban avec la légalité et qui avaient donc des conditions jugées parfois maximalistes, mais au finish, avec plus de 5 mois de négociations, nous avions réussi à rapprocher donc les points de vue et convenir avec celles donc des factions qui étaient disposées à pouvoir rejoindre les autres frères de l'intérieur pour participer au dialogue national inclusif et souverain que vous rappeliez. Il a été ouvert le 20 août 2022. À partir donc du moment où nous avions enclenché donc ces négociations avec ceux de nos frères qui avaient choisi la voie de la conquête violente donc du pouvoir, nous nous sommes dit qu'il faut s'armer donc de patience, accepter des concessions qui sont acceptables pour parvenir à les convaincre à être avec la grande majorité des frères tchadiens au dialogue national inclusif et souverain. Donc, ça n'a pas été du tout facile, compte tenu des exigences de départ de certaines donc factions, mais la patience et surtout la volonté de l'équipe gouvernementale à pouvoir parvenir à la conclusion d'un accord, grâce aux bons offices, bien entendu, du Qatar, nous avions pu conclure le 8 août avec la signature de la majorité de ceux qui avaient été donc conviés aux tractations. Il y avait bien entendu quelques factions, du moins résiduelles, qui s'étaient quand même donc inscrites dans le radicalisme avec des exigences jugées irréalistes, qui n'ont pas souhaité apposer leur signature sur le document consensuel qui a été donc arrêté avec la large majorité des factions conviées à Doha pour ces pourparlers. Donc, nous avons le sentiment qu'une œuvre utile a été donc réalisée. Elle a permis le retour au pays de bon nombre d'acteurs qui, très longtemps,
n'avaient pas foulé le sol donc, de la capitale. Ces acteurs sont venus, ont participé librement au dialogue national inclusif et souverain, conformément aux dispositions convenues dans l'accord. Et au sortir donc, du dialogue national inclusif et souverain, et conformément aux résolutions et recommandations, par rapport un peu à ce qui est réservé dans la gouvernance institutionnelle, ces acteurs sont actuellement aussi bien au gouvernement, au Conseil national de transition, qu'au niveau donc, de certaines instances de gouvernance donc, de notre pays. Et je puis dire que nous ne pouvons qu'éprouver un sentiment donc, de satisfaction, étant entendu que ce n'était pas donné au départ que de parvenir à faire rentrer autant nombre de frères qui longtemps avaient fait montre donc, de radicalisme par rapport aux pourparlers à engager avec les gouvernants. Monsieur le ministre, à vous entendre parler, les accords de Doha sont en train d'être mis en œuvre, si ce n'est pas déjà fait. Mais selon vous, lesquels des points de l'accord achoppent à ce moment, qui rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre? Vous l'aviez rectifié, on ne peut pas parler donc de points d'achoppement, parce que tel que décliné, l'accord a été en grande partie entamé dans son exécution. Il y avait d'abord la possibilité offerte à ceux de nos frères qui ne pouvaient pas fouler donc le sol national de venir et de ressortir comme ils le voulaient. Ils n'étaient pas inquiétés. Ceux qui étaient appréhendés dans le cadre du théâtre donc des opérations ont été élargis. D'autres qui, pour des raisons qui leur sont propres, avaient choisi donc l'exil sont également donc rentrés. Nous avons eu leur large participation au dialogue national inclusif par rapport aux quotas réservés aux politico-militaires. Nous avons aussi assisté à leur implication effective dans les différentes commissions du dialogue national inclusif et souverain. Et par la suite, conformément aux résolutions et recommandations, certains acteurs se sont retrouvés au niveau donc, du gouvernement, au niveau donc, du CNT, et le processus tel qu'il a été défini dès le départ devait déboucher sur un programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion, le DDR, afin que ceux qui sont beaucoup plus portés vers le métier donc, des armes puissent être donc cantonnés, identifiés. On pourrait également donc essayer de répertorier leur matériel et organiser leur retour afin de pouvoir, suivant donc les sites donc retenus à l'intérieur donc du pays, se faire intégrer dans les unités de l'armée nationale pour ceux qui auront été donc jugés aptes à servir au niveau de l'armée nationale. Pour ceux qui auraient choisi de pouvoir regagner donc la vie civile, il leur a été donc également donc concédé des facilités par rapport à leur réintroduction dans les fonctions qu'ils occupaient, notamment au niveau de la fonction publique. Ceux qui étaient donc dans l'armée pouvaient également donc, puisqu'ils avaient déserté à l'époque, réintégrer donc les unités donc de l'armée. Donc autant donc des choses qui devaient quand même être mises en place avec bien entendu le début de la mise en place de la commission en charge de la gestion donc, du DDR, et c'est ce qui a commencé à être donc fait, puisqu'il y a eu un décret qui a été donc signé pour configurer la commission en charge donc, de l'exécution donc, du DDR, et je pense que probablement donc, dans les jours donc, qui suivront, de manière concrète, on verrait donc cette commission entreprendre quand même les démarches pour réaliser donc sa mission, et notamment s'assurer que les forces de ces factions
qui doivent être cantonnés à l'extérieur donc du pays le soient, que ces forces soient également donc dénombrées de manière précise, elles soient également donc enregistrées de manière biométrique afin donc de permettre donc de s'assurer que c'est effectivement donc des anciens politico-militaires qui auront choisi de continuer le métier donc des armes et par conséquent, sur la base donc de ce qui a été donc convenu, ils pourraient regagner donc les unités donc de l'armée. Donc pour l'instant, avec tout ce qui a été donc entrepris, on ne peut pas dire qu'il y a quand même donc des points d'achoppement. Il y a eu donc un retard considérable, des atermoiements par rapport un peu à l'exigence que les médiateurs puissent entreprendre donc les démarches pour donner réellement donc sa caution à ce qui pourrait donc être fait dans le cadre donc du DDR, mais les négociations donc entreprises et surtout la volonté donc du gouvernement à pouvoir donc appliquer donc l'accord a amené à mettre en place cette commission. Et je pense que pour l'instant, globalement, les signataires donc se sentent satisfaits puisque les principales exigences ont été donc honorées. Celles qui restent donc sont en voie d'être donc également enclenchées. Et je dis que c'est un sentiment donc de satisfaction par rapport surtout à l'exécution donc des accords antérieurs conclus avec les factions militaires par le passé. Merci, Monsieur le ministre. Parlons maintenant du dialogue national inclusif et souverain. Comme nous le savons tous, c'est en 2022 que le Tchad a tenu le dialogue national inclusif et souverain. Plusieurs thématiques ont été traitées et donc la thématique 2 a été axée sur la forme de l'État, la constitution, la réforme des institutions et le processus électoral. Dites-nous, Monsieur le ministre, comment avance la mise en œuvre de cette thématique? Bien, vous rappeliez donc la thématique numéro 2 qui semble être celle qui a suscité beaucoup d'intérêt de la part de bon nombre donc, de participants au dialogue national inclusif et souverain. Évidemment, il s'agit quand même des fondamentaux et notamment de la Constitution qui doit être l'élément fondamental pour relancer, refonder l'État tel que nous l'avons souhaité au niveau du dialogue national inclusif et souverain. Au dialogue, il y avait eu quand même des tendances par rapport un peu à un élément qui doit être donc contenu dans la Constitution que nous avons souhaité pour notre pays. Il s'agissait bien entendu d'une divergence qui porte sur la forme d'organisation administrative de l'État. Beaucoup, et c'est la grande majorité, estiment que la forme d'organisation administrative décentralisée de l'État, telle qu'elle a été donc pratiquée depuis 1993 au sortir de la CNS, est celle qui convient pour maintenir l'unité et la cohésion sociale au niveau donc de notre pays. D'autres, qui sont également donc une frange non négligeable, estiment que cette forme d'organisation administrative donc de l'État a démontré donc ses limites et qu'il faudrait plutôt opter pour la forme d'organisation fédérale. Et là, la divergence donc a persisté. Pour surmonter et finir dans des conditions donc harmonieuses, le dialogue a estimé devoir projeter un référendum couplé. Au cours donc de ce référendum, il doit être posé donc la question par rapport à la forme d'organisation administrative donc de l'État souhaitable et souhaitée par la majorité donc des Tchadiens et bien entendu d'autres dispositions par rapport un peu à l'organisation institutionnelle, par rapport aux libertés et les grandes orientations auxquelles donc les participants au dialogue ont
quand même souscrit. C'est en cela que je pourrais dire que la démarche enclenchée par le gouvernement rejoigne bien ce qui a été donc convenu au dialogue national inclusif et souverain. Parce que le gouvernement a estimé devoir partir donc du postulat que majoritairement les consultations qui ont été donc menées préalablement à la tenue donc du dialogue national inclusif et souverain, tout comme au cours donc du dialogue, permettaient donc d'avoir une concordance donc de vue sur le fait que la Constitution donc de 1996, celle issue de la CNS, est celle-là qui était donc largement partagée. C'était la seule Constitution donc qui, pendant l'ère démocratique, avait été adoptée par voie référendaire. Par la suite, il y a eu quand même donc des modifications qui ont fondamentalement quand même donc vidé cette Constitution de sa substance, et tout ce qui avait été donc pressenti dans le cadre de la préparation donc du dialogue avait estimé que c'était donc la meilleure Constitution pour les pays. Ceux qui étaient donc au dialogue étaient également donc convaincus que la Constitution donc de 1996 est la meilleure que le pays ait connue. À partir donc de ce moment, le gouvernement a estimé que, puisque la Constitution donc de 1996 avait comme forme d'organisation administrative donc de l'État la forme décentralisée fortement, il faudrait quand même donc retenir que ça doit être quand même donc la base qui doit permettre donc de pouvoir faire agréger les autres dispositions et surtout les orientations donc du dialogue national inclusif, afin que, dans le cadre donc du référendum à organiser, puisqu'il est couplé, que les Tchadiens, de manière souveraine, se prononcent pour ou contre le projet qui aura été donc élaboré sur le fondement de la Constitution donc de 1996. C'est ce que le gouvernement donc a fait en mettant en place un comité ad hoc. Ce comité ad hoc a produit un projet donc de constitution. Le projet donc de constitution donc produit, il va être soumis au référendum. Et par essence, le référendum, c'est une question qui est posée au peuple pour se prononcer. La question donc qui doit être posée, elle doit être formulée de telle sorte que on retrouve à la fois l'adhésion par rapport au projet proposé et également la décision souveraine donc du peuple par rapport à la forme d'organisation administrative donc de l'État que la majorité donc aura choisi. Donc pour l'instant, un projet donc de constitution donc a été élaboré. Il va être donc soumis au référendum puisque les dispositions sont prises pour qu'il en soit donc ainsi. Mais dans le cadre donc de la législation qui a été adoptée par le Conseil national de transition pour permettre donc la soumission de ces textes à l'approbation donc de la population, il est prévu par voie réglementaire la formulation donc de cette question, afin que par décret cette question soit sue et qu'elle serve dans le cadre donc de la campagne électorale qui va s'ouvrir, à l'effet donc de pouvoir permettre aux uns et aux autres de répondre à cette question. Et naturellement, s'agissant d'un référendum, il va falloir répondre par oui ou par non à la question qui sera donc formulée. Et c'est cette démarche que nous sommes en train donc de suivre. Monsieur le ministre, des voix s'élèvent pour dire que le projet de la Constitution est adopté, mais il n'est pas vulgarisé. Et comment vont-ils se prononcer sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Mais la vulgarisation, elle ne fait que commencer. Voyez-vous ce que c'est un projet donc de constitution élaboré par un comité donc ad hoc. Il a été remis au Premier ministre. Il a été transmis au chef de l'État. Le chef de l'État l'a officiellement donc remis au comité en charge donc de l'organisation du référendum. Un chronogramme est sorti par rapport un peu à toutes les étapes qui doivent conduire à ce référendum. Naturellement, avec la mise à la disposition donc, de ce projet, les activités donc, de sensibilisation, de vulgarisation
vont être donc menées par tous les acteurs nationaux. Il ne s'agit pas de quelque chose qui revient uniquement donc au gouvernement. Mais qu'à cela ne tienne, récemment, vous avez quand même donc abrité ici une cérémonie au cours de laquelle a été mis en place un comité en charge donc de la vulgarisation donc de ce projet donc de constitution. Donc cela sera fait. Ça sera fait, suivant quand même donc le chronogramme établi par ce comité. La vulgarisation sera donc faite. Au niveau de la CONOREC, nous allons également donc dans les jours à venir, après avoir fini la phase donc de révision donc des listes électorales, entreprendre également la vulgarisation à travers la société civile, les partis politiques qui auront été donc sollicités pour permettre de participer à la vulgarisation de ce document. Donc, la société civile, dans son rôle traditionnel, elle doit s'approprier donc ce document qui est public pour pouvoir éclairer donc l'opinion et permettre à chacun, en toute conscience, de se prononcer. Les partis politiques, ils doivent en faire autant, et suivant également donc leurs convictions. Parce que dans ce débat clivant qu'il y a entre donc ceux qui sont pour la fédération et ceux qui sont pour l'État unitaire fortement décentralisé, c'est l'occasion, par rapport à ce projet qui est soumis, d'édifier donc les populations afin que, en toute conscience, chacun se détermine. Parce qu'il ne s'agit pas d'un engagement donc collectif, c'est un engagement individuel de ceux des Tchadiens qui ont quand même donc la majorité électorale et qui peuvent quand même donc participer à ce référendum. Dans tous les cas, pour ce qui concerne donc la vulgarisation, nous ne pouvons pas donc ne pas donc l'amplifier. Et il s'agit quand même donc de quelque chose qui concerne donc tout le monde. Il ne s'agit pas d'une activité qui soit quand même exclusivement donc réservée au comité d'organisation ou à l'instance, à la structure mise en place par le gouvernement, mais c'est tout le monde qui doit maintenant chercher à quand même connaître le contenu de ce projet, à essayer donc de se faire une conviction personnelle afin que le choix personnel qui sera donc établi puisse quand même donc être donc opéré. Bien entendu, il y aura la période de campagne donc référendaire de 21 jours qui interviendra, suivant donc le chronogramme rendu public par la CONOREC, qui sera l'occasion cette fois-ci de convier les uns et les autres, au-delà tout simplement donc de la connaissance du texte, de pouvoir opérer donc le choix. Et là, naturellement, il s'agirait pour ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, de démontrer quand même leur influence, et le rapport de force va être donc reflété à travers la vérité donc des urnes qui ressortiraient le jour donc du scrutin. Pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'organisateurs, nous tenons à observer toutes les étapes qui sont déclinées à travers notre chronogramme, et je puis vous dire que la vulgarisation, qui est une préoccupation partagée, elle ne soit pas donc ignorée. Monsieur le ministre, revenons encore au dialogue national inclusif et souverain. Les participants ont recommandé l'application de la loi 32/PR/2019 en vue de régler le problème de pléthore de partis politiques et de leur fonctionnement. Est-ce que le gouvernement s'attelle à cela? Écoutez, je pense que, évidemment, donc, la pléthore donc, des partis politiques a été une préoccupation. Mais il a été donc convenu qu'il y ait quand même une relecture donc, des textes, notamment donc, la charte donc, des partis politiques, afin qu'on puisse extraire les partis qui ne soient pas quand même donc, des partis qui pourraient être donc, reconnus tels que c'est le cas donc, actuellement. Mais naturellement, pour que le processus de relecture donc, de la charte des partis politiques soit enclenché, il faudrait d'abord quand même que la loi fondamentale elle-même soit adoptée, la nouvelle constitution. Parce que c'est en référence à cette nouvelle constitution que la loi doit être donc révisitée.
Et c'est à ce titre qu'au niveau donc, de notre département, la réflexion donc, est en cours sur la base, bien entendu, des conclusions du comité préparatoire donc, du dialogue et du dialogue même. Mais nous attendons que la Constitution soit adoptée et que, puisque c'est inscrit, entre autres, comme obligation du gouvernement d'union nationale, nous puissions proposer donc, le projet donc, de loi afin donc, d'être en harmonie avec la volonté unanimement donc, partagée. Donc ce n'est pas une préoccupation qui est oubliée. Nous exécutons donc un calendrier, nous respectons donc les étapes préalables pour que ce qui aura été donc fait soit en harmonie avec les dispositions constitutionnelles. Monsieur le ministre, en votre qualité du président de la CONOREC, vous avez effectué une tournée au sud du pays, là où se fait l'enrôlement des jeunes ayant atteint la majorité pour l'amendement du fichier électoral. Dites-nous, comment avez-vous constaté ce qui se fait sur le terrain? Oui, je puis dire que sur le terrain, contrairement aux prédictions alarmistes, nous avons constaté une réelle émulation, un engouement donc, de la population, surtout de ceux qui ont atteint donc, la majorité électorale. C'est vrai, au début, il y avait eu quelques difficultés organisationnelles qui ont retardé donc, le démarrage par endroit d'1, 2 jours, 3 jours. Nous avons été donc sur le terrain dans les 7 provinces. Nous avons recadré les uns et les autres. Nous avons livré toutes les informations qui doivent être donc mises à la disposition donc, de tout le monde afin donc de savoir les efforts consentis, les moyens donc déployés et surtout inciter ceux-là qui sont en charge de la direction des commissions donc, locales d'assumer pleinement donc, leurs responsabilités. Ces tournées nous ont permis naturellement donc, de constater que la timide mobilisation donc, au départ a été donc, vaincue, puisque au finish, avec la prorogation donc, de 5 jours qui a été donc, autorisée par le chef de l'État, nous en sommes donc arrivés à plus de 100% donc, des estimations dans les 7 provinces. La province qui a fait donc, le moins, c'est celle qui a fait 102%. Et c'est le Logone donc, occidental. Toutes les autres provinces ont fait au-delà donc, de 104, 105, voire 119%. Ce qui veut dire qu'en essayant de pondérer tous ces pourcentages, on s'est retrouvé avec, sur la base donc, des estimations donc, initiales, un pourcentage donc, de 108,10% au niveau des 7 provinces de la zone méridionale donc, du pays. Donc personne, aujourd'hui, à la lumière donc, des résultats engrangés, ne peut dire qu'il n'y a pas eu quand même un engouement. L'engouement donc était là, la possibilité a été offerte à tous ceux qui réunissaient donc les conditions donc de se faire enrôler, et il a été donc démontré que ces populations, en dépit de la conjoncture climatique, a su répondre à l'appel qui a été donc lancé pour venir s'inscrire sur les listes électorales. Nous allons, comme il a été donc convenu initialement dans notre chronogramme, cette fois-ci basculer vers le centre et le septentrion. Ça sera, comme venait donc de le signer le chef de l'État, le décret, à partir donc du 28 août jusqu'au 16 septembre. Pour une durée donc de 20 jours, le reste donc des 16 provinces va vivre la même situation avec le déploiement de ceux qui sont en charge donc, de l'enrôlement, avec la mobilisation donc, de tous les acteurs, avec surtout
la réelle prise de conscience de la société civile par rapport au rôle qu'elle aura à jouer, les forces vives, que ce soit donc les religieux, les partis politiques, les femmes et les jeunes, nous sommes donc en droit donc de nous dire que, comme ce fut donc le cas dans la partie donc sud du pays, dans le septentrion, le résultat sera également donc au rendez-vous. Et oui, Monsieur le ministre, nous puissions également... Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Oui. Est-ce que vous avez un autre point que vous voulez aborder en 2 mots pour clôturer en beauté? Non, le mot donc de fin, tout ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes parmi quand même donc les principaux acteurs de la transition. Il vous appartient à vous de pouvoir juger donc de l'état de la marche de la transition. Mais, à mon sens, la transition, elle fonctionne bien, elle marche bien, elle engrange donc des résultats. Et tout ce qu'on peut donc demander, c'est que nous devons faire confiance en nous-mêmes par rapport un peu à ce que nous avons convenu, à savoir œuvrer tous pour un retour à l'ordre constitutionnel dans la transparence, dans l'organisation, conformément donc à la législation des différentes consultations qui seront donc organisées. À commencer, bien entendu, par le référendum constitutionnel dont nous avons donc la charge de la conduite de l'organisation. Donc, je pense que tout ce que je pourrais quand même donc demander à mes frères et sœurs, c'est de faire montre quand même donc d'optimisme, ne pas quand même penser que la transition, elle ne se déroule pas bien. Elle se déroule donc très bien. Elle sera menée donc jusqu'à son terme par rapport un peu à l'agenda qui a été arrêté et notamment le respect scrupuleux des 24 mois impartis pour que les institutions donc légitimes issues de la volonté populaire puissent quand même donc gouverner donc le pays. Oui, merci Monsieur le ministre pour votre disponibilité. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés au terme de notre émission. Je rappelle que j'ai reçu comme invité le ministre de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Bonne Gouvernance, M. Liman Mahamad. Par ailleurs, président de la CONOREC. Chers téléspectateurs, merci pour votre disponibilité. Au revoir et bonne suite de programmes sur Télé Tchad.